Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va bien, la tradition du Media Day de l'équipe de Suisse, on a un joueur invité à notre micro, il n'y a pas vraiment de secret, on en a parlé dans les 2 derniers épisodes. Stéphane Charlin est avec nous, salut Stéphane. Bonjour à tous. Bonjour. Salut Stéphane. Premier championnat du monde, premier match l'autre jour, où pendant le premier tiers, en gros, tu as regardé tes coéquipiers tourner autour du Danemark. Non, oui, c'est sûr, j'ai presque plus joué le défenseur que le gardien dans ce premier tiers à essayer d'arrêter des pucks derrière ma cage. Donc oui, c'est sûr, c'était pas le tiers dont on a l'habitude, encore moins à Langnau. Donc non, c'était quelque chose de différent. Mais du coup, cette première s'est bien passée, vous gagnez le match, tu fais un bon match, tu as 2 buts, mais j'ai l'impression, on l'a dit au notre micro, il peut pas grand-chose le pauvre sur les 2. Toi, tu l'as vécu comment cette grande première ? Oui, non, assez bien, comme tu l'as dit, je pense une grosse prestation d'équipe où voilà, défensivement on a été très très bon. On a vraiment presque rien donné, voilà, deux petites erreurs mais qui sont vraiment très marginales si on regarde sur l'ensemble du match. Donc non, le job a été fait et les 3 points ont été encaissés, c'est le principal. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand Greg te pose la question après le match. Alors, comment t'as géré ça? Comment t'as dormi? Puis t'étais un peu, bon, bah les gars, je n'ai pas grand-chose à vous dire. C'était une journée normale. Tu penses que c'est nous qui avons une image peut-être un peu, je sais pas, romantique du gardien qui, pour son premier match au mondial, il est stressé? Non, je pense que ça peut se passer dans certains cas comme ça. Dans le mien, en tout cas là, pour ce match-là, ça n'a pas été le cas. J'ai pas été vraiment stressé, etc. Il y a des fois où je peux être un petit peu plus stressé, vraiment. Quand oui, je sais pas non plus, mais non, mais ça a dû déjà arriver. Match 7 contre Lausanne en play-off, est-ce qu'on est un petit peu plus stressé? Non. Okay. Souvent, c'est la plupart du temps où j'ai été justement stressé, c'était sûrement des matchs, voilà, un mardi à Davos. On sait pas pourquoi, mais voilà, des fois c'est comme ça où on a un petit coup de stress qui vient, on se dit tiens, un petit peu stressé, mais même on arrive facilement avec toute la préparation qu'on a eue, tout ce qu'on a l'habitude de faire, et on voit que au fur et à mesure des matchs, ça passe. Et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que les gardiens, c'est plutôt une race calme, on va dire. Il y a pas des gars super stressés. Est-ce que ça va te pair avec la position, ou si tu es stressé, tu vas transmettre ça à tes coéquipiers, et que justement par essence le gardien est plutôt quelqu'un de chill, quoi? Ouais, non, je pense que tu as assez raison. Je pense que le gardien il doit un peu donner confiance à sa défense, à ses joueurs, et je pense que voilà, si tu as quelqu'un qui est très excité, très justement, tu le vois presque stressé un petit peu, je pense que tu ne te sens pas vraiment confiance, alors que si tu as quelqu'un de plus calme, qui est beaucoup moins stressé, beaucoup moins actif, etc., ça te donne de la confiance. Là, si on refait le fil de ta carrière, tu sors de 3 années à Langnau. La dernière année, j'ai fait des recherches avant d'enregistrer ce podcast. Tu as fait la plus grosse saison statistique en termes de pourcentage d'arrêt depuis 1999-2000. C'est un peu là où les statistiques sont compilées, on va dire, avec 90, j'ai ça sur les yeux, j'ai 94,6% d'arrêt sur 34 matchs. Moi, quand je lis cette statistique, pour moi, ça me semble complètement irréel. 94,6% d'arrêt sur 34 matchs, toi aussi tu te dis ouais, quand même cette saison c'était un peu hors norme entre guillemets. Non, clairement 94,6, même si j'avais des objectifs assez élevés, je pense pas que je les aurais mis à 94,6. Non, c'est sûr, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en compte. Déjà, c'est dans l'équipe dans laquelle je joue qui est plutôt défensif. On joue avec un système où on est très recentré tous ensemble dans la zone défensive, donc ça m'aide plus à avoir des shoots plus de l'extérieur, très peu du slot, et oui, on a été très très bon cette année là-dessus. Je voulais quand même te lire les joueurs qui sont en compagnie de toi dans cette haute altitude là. T'es juste devant Lucas Flueller avec 33 matchs à 94,2, ce qui était aussi une sacrée saison, et après il y a Eschliman 94,2 pour ceux qui ont plus de 30 matchs, j'ai compté. Puis après, il y a Giannoni, 93,9. Il y a Giannoni, 93,6. Il y a Giannoni, 93,3. Et il y a encore Giannoni. Oui. Et il y a Giannoni, il y a Giannoni. Il y a une fois, il y a Soulander qui vient quand même là en se disant, il y a quand même, on se rappelle que lui, il était pas mal. Tu te retrouves justement ici avec Giannoni, qui est la légende à cette position qui est suisse.
Ça fait quoi de partager le vestiaire avec un joueur comme ça? C'est quelqu'un que tu regardais quand tu étais plus jeune, ou alors vu que vous n'avez pas la même morphologie, c'est pas forcément le gardien auquel tu t'identifies? Oui, peut-être que tu t'identifies pas, mais tu le regardes quand même avec tout le succès qu'il a eu, etc. Et oui, le succès qu'il a eu, il l'a pas eu en plus seulement dans un seul club, dans différents clubs. Donc je pense que oui, il y a vraiment quelque chose de spécial en lui, et c'est vraiment quelque chose que, voilà, même à l'entraînement, au match, j'essaie de lui poser des questions, comment est-ce que lui il aurait fait ça, comment est-ce que lui voit ça, etc., pour avoir son avis avec toute l'expérience qu'il a eue. Et oui, son 11e championnat du monde, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de cette personne. Mais c'est impressionnant d'être son coéquipier. Enfin, moi je me verrais, j'imagine un Ambul pour les joueurs de champ, ou peut-être un Giannini pour toi. T'es impressionné par lui? En fait, il est très gentil dès le premier abord, très ouvert, etc. Donc t'as pas vraiment le temps d'être impressionné ou te dire tiens, c'est son 11e mondial. Mais non, t'arrives dans ce vestiaire et tout le monde est très accueillant, donc ça aide énormément à justement se sentir comme les autres. Ouais, c'est d'ailleurs son 10e blanchissage qu'il a fait contre les Américains. Je crois qu'il y a un gardien tchèque qui en a 12 pour situer quasiment un blanchissage par mondial. C'est assez propre. Mais il y a une question, je reprends Greg, parce que la question sur le physique, et je me suis dit, tiens, elle est arrivée dernièrement, c'était, il est physiquement très différent de Kevin Pash, tu m'étonnes, mais est-ce qu'il peut nous expliquer la différence entre lui et un gardien du type de Kevin Pash au niveau du jeu qu'ils peuvent pratiquer? Par ailleurs, est-ce qu'ils se connaissent, s'apprécient ou pas? C'est Yvan Déné qui nous pose cette question. Alors, il y avait beaucoup de questions. Mais sur la différence de morphologie, je trouve assez intéressant. Déjà, tout simplement, comme je suis plus grand, je vais prendre plus de place. Donc, je vais avoir moins besoin de bouger, ou je vais plus pouvoir jouer avec mon corps dans certaines situations. Et donc ça va me permettre de jouer, oui, légèrement différent, où lui va peut-être devoir être plus agressif. Moi, je vais peut-être pouvoir reculer un petit peu plus dans ma zone bleue et jouer un peu plus avec mon corps. Donc je pense que c'est un des domaines dans lequel, oui, où la taille peut faire une différence. Ouais, parce qu'en fait, vous pouvez pas trop avoir le même jeu. C'est finalement, on a l'impression que les peut-être, je sais pas, les 13 cm d'écart font qu'il y a un peu plus de vitesse peut-être, ou... Oui, ou alors même, par exemple, dans le jeu en tant que tel, s'il y a quelqu'un qui fait un écran devant lui, peut-être moi je vais arriver à regarder au-dessus de lui, alors que Kevin va devoir peut-être regarder sur le côté. Voilà, c'est des petites différences comme ça, mais on voit très bien qu'il a très bien réussi, même s'il fallait regarder sur le côté alors qu'il y avait quelqu'un en écran. Donc, et puis sur ça, il y a beaucoup de questions. Alors, est-ce que vous connaissez? Je pense que oui. Oui, j'ai déjà fait des camps avec lui, même des camps d'équipe nationale. Et puis, très bon gars, etc., très joyeux et un grand compétiteur. Donc c'est quelque chose qui est très sympa. Tu l'imagines pouvoir peut-être être un duo du futur, parce qu'on sait que Giannini, malgré tout l'affection et l'amour qu'on lui porte, il n'est pas éternel, et on regarde un peu les jeunes gardiens suisses, tu en fais partie. Est-ce que tu penses que peut-être que lui, à terme, il pourrait aussi intégrer l'effectif large? Oui, bien sûr. Je pense qu'il a déjà commencé avec sa première titularisation en février, si je ne dis pas de bêtises, et où il a très bien paru. Et donc oui, je pense qu'au fur et à mesure des années, etc., de l'expérience engrangée, il va tranquillement faire sa place. On parlait d'expérience, tu as ces 3 années à Langnau. Au moment où tu prends cette décision, tu as fait quelques matchs à Genève. Je vais encore pas oublier d'en parler de un spécifiquement avec toi. Absolument. je sais duquel on va parler. Mais avant ça, cette décision de partir à Langnau, tu la prends dans quel état d'esprit? Langnau, ça peut faire un peu peur, entre guillemets, c'est un peu le petit village coincé dans l'Emmental. Ça t'a... Ouais, pourquoi tu fais ce choix-là et cet endroit-là précisément? Déjà, je sors d'une saison à Genève où Genève ne me voulait plus, donc il fallait que je trouve un autre club pour pouvoir essayer de rebondir. T'es pas rancunier? Non. À l'époque, oui, mais maintenant ça a bien mieux tourné pour moi, donc ça va. Donc oui, il fallait que je trouve un club pour y aller. J'ai eu des contacts avec le coach des gardiens à l'époque de Langnau, qui a maintenant changé. Et donc déjà une très bonne première approche avec lui. J'ai beaucoup aimé aussi le plan qu'avait le GM à l'époque là-bas. Et donc je me suis dit que c'était peut-être une bonne chose d'essayer à Langnau, qui faisait aussi confiance aux jeunes. Donc ça, je pensais que c'était aussi très important dans ce choix-là.
et le fait d'aller dans un club où il y a Luca Boltzhauser, qui est quand même un gardien expérimenté, mais qui n'est pas un gardien, on va dire, un clair numéro 1 où tu as un peu de place. On t'a fait une promesse en disant, si tu viens chez nous, notre plan, c'est justement 15-20 matchs pour commencer, ou tu es allé là-bas et on verra bien ce que je peux gagner? Non, on m'a dit j'étais clairement deuxième. C'était le plan de départ, etc. Et que quand on avait besoin de moi, j'allais jouer. Donc ça, c'était un peu le plan de départ. Mais oui, il n'y a pas eu vraiment un certain nombre de matchs qu'on allait me donner, etc. D'ailleurs, je rebondis sur ces questions de match, parce que des fois, on a des gens qui disent « Ah, mais surtout, sûrement, ce gardien, il a signé parce qu'il a eu un certain nombre de matchs, qu'il va être titulaire. » Et puis des fois, on pose la question aux joueurs, puis on a l'impression que non. Alors, est-ce que toi, tu as déjà signé un contrat où on dit « Oui, t'es le clair numéro 1 » ou non, là, visiblement, le clair numéro 2, mais il n'y a pas un nombre de matchs défini? Non, les matchs, tu ne peux pas vraiment, si ça veut dire que tu es bloqué, si le gardien ne performe pas, tu peux même pas faire jouer ton deuxième gardien alors que ton premier ne performe pas. Donc non, ça serait totalement, ça serait assez absurde. On parle de ce match contre Ambry. Allons-y. Maintenant, on peut en rigoler. On peut en rigoler aujourd'hui. On peut en rigoler, bien sûr. Dans ta feuille de statistiques, tu as des statistiques qui sont globalement bonnes. Et il y a une saison où tu as 5 matchs, 5,66 buts encaissés par match et 77,4% d'arrêt. C'est pas parce que tu as fait 5 mauvais matchs, c'est parce que tu as été le mauvais soir devant le filet où tu es... Un peu des deux, je pense. Un peu des deux. 10-4, se faire le score final. Oui. Tu restes pour les 10 buts devant le filet. Et moi, je me disais, mais le pauvre, ça doit être... Il doit être décomposé devant son filet. Aujourd'hui, on peut en rigoler. Qu'est-ce qui te reste de cette soirée ? Vraiment de la rigolade maintenant. Non, mais c'était surtout c'était un peu des montagnes russes où on arrive à revenir un peu au score et après je fais encore une boulette et voilà, plein de choses qui se sont passées pendant ce match. Donc vraiment des montagnes russes d'émotions. Et oui, à la fin, ce 10-4, oui, il fait mal et ça a mis du temps avant de passer. Mais maintenant, voilà, on en rigole et après 4 ans, ça va. Ce soir-là, c'est le gardien des élites qui est derrière toi. C'est un jeune. Et c'est pour ça qu'en gros, ils n'ont pas osé... Je ne sais maintenant, c'était Timur Chianov, si je ne dis pas de bêtises, qui n'était même pas en élite. Je crois qu'il était en licence B avec Genève, si je ne dis pas de bêtises. Et là, c'était le plan avant le match. Ils t'ont dit, bon, quoi qu'il arrive, sauf si tu pars, sauf si tu te blesses, tu fais tout le match quoi qu'il arrive, ou tu as eu une discussion avec le banc en disant... En fait, normalement, alors je ne sais plus si c'est ce match-là ou pas, mais en fait, je ne devais pas jouer et je ne devais pas être avec Genève, je devais jouer avec Langenthal ce jour-là. Et du coup, après, je suis revenu en voiture parce que Gauthier Desclous, il me semble, était blessé. Il y avait un peu une vase des gardiens, c'est pour ça que je ne me rappelle plus trop. Ouais, je comprends. Mais il me semble que c'était Gauthier Desclous où il était malade. Et du coup, j'ai dû revenir en voiture depuis Langenthal jusqu'à Genève pour jouer ce match. Et donc, du coup, non, pas vraiment eu de quelque chose où, ah oui, tu dois faire tout le match, etc. Je sais que j'ai aussi beaucoup pris de goals sur la fin du match, donc ils se sont peut-être dit, oui, voilà, non, c'est bon, ça va passer, il va finir le match. Dernière question sur le sujet, après on passe à d'autres choses. Un soir comme ça, tu te dis quoi à la fin ? Parce que t'es un tout jeune gardien qui essaie d'arriver à faire sa place dans l'élite, tu te dis... je vais pas y arriver, ou à aucun moment tu te mets à douter après un match comme ça et finalement tu l'as pris comme une base pour te construire? Non, après un match, c'est vraiment un petit échantillon dans toute une saison, donc tu te dis pas vraiment après ce match, ah non, mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible, etc. Donc non, c'est plus de la déception de ne pas avoir aidé l'équipe, la déception d'avoir fait un mauvais match, la déception d'avoir pris des mauvais goals, mais c'est pas vraiment, ça remet pas tout en question en tout cas. On a eu énormément de questions qui nous sont venues du bout du Léman, évidemment. Il y en a une qui m'a fait rigoler. Elle ne vient pas du bout du Léman, mais du milieu du Léman, par contre. Pas de question, mais dis-lui d'aller tenter sa chance en Amérique du Nord, coûte que coûte. Même avec un contrat Touez, on ne veut pas le voir à Genève avant 3 ans minimum. Alors ça, visiblement, c'est un fan lausannois qui nous a fait cette blague. Et je me suis dit que je te transmettais son message. Après, à toi d'en faire ce que tu en veux. Mais parlons de Genève déjà. Tu dis justement, tu es parti de Genève pour te développer ailleurs, parce que la porte était fermée à Genève, ou que tu n'avais pas envie de fermer toi la porte pendant une saison. Tu reviens à Genève dans un costume de meilleur gardien suisse ou voire meilleur gardien de la Ligue, ou ça après on peut discuter, c'est pas la question de faire un classement. Mais les médias t'ont nommé meilleur gardien de la saison. Et en termes de pourcentage, tu as une saison affolante. Tu reviens avec quel état d'esprit au Vernet ?
Un état d'esprit de compétiteur, où je me dis qu'ils ont été champions il y a 2 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans. Du coup, j'ai envie aussi de vivre ça à Genève. Et donc, oui, c'est clairement mon but de mon passage à Genève, c'est de gagner des titres. Le fait que tu sois un ancien junior du club et que tu aies pu te construire ailleurs, de revenir au Bercail. Et pour toi, tu étais un gamin qui allait voir les matchs au Vernet. C'est une vraie place dans ton cœur, les matchs là-bas, de la première équipe. Oui, comme tout petit hockeyeur de Genève, oui, j'allais voir de temps en temps des matchs, etc. J'ai jamais été un grand fan de regarder des matchs de hockey. J'aime plus être sur la glace que regarder les gens sur la glace. Mais oui, j'ai toujours, quand j'étais petit, j'allais regarder les finales, etc. Il y a un gardien dans l'organisation, dans l'histoire de Genève Servette que tu regardais où tu disais ouais, moi je me vois comme, je sais pas, Tobias Stéphane, comme Gianluca Mona, je sais pas à quel âge tu allais voir les matchs ou finalement c'était pas si important que ça de voir le nom dans le vestiaire de la première équipe. Non, ça n'a jamais été vraiment, en tout cas pour moi, les noms n'ont jamais vraiment été importants, même que ça soit à Genève ou même en Amérique du Nord, etc. J'ai jamais eu vraiment de gardien que je regardais où je me disais ah oui, j'ai vraiment envie d'être comme lui. J'ai jamais eu vraiment d'idole, en tout cas à ce poste-là, etc. Donc non, j'ai jamais eu vraiment quelqu'un sur lequel je regardais pour essayer de m'inspirer. Il y a aussi quelqu'un qui a mis même pas une question, il s'appelle le Professionnal sur Twitter, il dit pas de question, simplement dire que c'est une belle personne, je me souviens avoir partagé quelques moments avec lui en mini-top et en sélection U15-16, ça ne m'étonne pas qu'il ait réussi car il avait déjà la tête sur les épaules et était très calme dans ses buts. Donc voilà, Merci justement, aux professionnels. Et du coup, ça me permet de rebondir. À quel moment, quand on est un jeune joueur ou un jeune gardien, à quel moment tu t'es dit ok, il y a vraiment moyen de faire une carrière? Est-ce que c'est très tôt? Est-ce que justement dans ton développement, parce qu'on sait que la courbe, elle n'est pas linéaire, il peut y avoir des moments où ça va plus ou moins vite dans ta carrière. Il y a un moment clé où tu dis, là, je me suis rendu compte que je pouvais y arriver. Déjà, quand tu commences dans les catégories juniors en élite, tu te dis, tiens, il y a quand même cette possibilité. Tu vois qu'il y en a qui étaient en junior élite qui passent dans la première équipe. Tu te dis, tiens, il y a vraiment cette possibilité. Après, moi, j'ai jamais été le meilleur de ma catégorie d'âge, etc., que ce soit en Suisse. J'ai toujours été dans les très bons, mais jamais été le meilleur. Donc, je me suis jamais dit, oui, c'est sûr, je vais y arriver, etc. Donc, ça a toujours été un travail depuis les élites. En tout cas, c'est là où j'ai commencé un peu à le sentir qu'il y avait cette possibilité. D'ailleurs, c'est drôle, c'est en équipe de Suisse, je crois que tu as fait un championnat du monde M18, mais 0 match. Exactement. Donc tu étais présent, et puis 2 matchs en championnat du monde M20. Ouais, 1 et quart. Ok. Et puis, tu as presque plus maintenant d'expérience avec les grands qu'avec les jeunes, finalement, et ça correspond à ce que tu disais. Tu n'étais pas un... Non, exactement, j'étais dans les bons, donc voilà, pour faire partie de l'équipe. Après, on avait aussi de très bons gardiens dans ma catégorie d'âge, avec Luca Hollenstein, Akira Schmidt, et donc moi aussi, j'ai été dans cette catégorie. Donc oui, il y a beaucoup de compétition, mais c'est peut-être aussi ça qui m'a fait grandir. Ouais. Il y a une question, je ne sais pas si tu veux parler maintenant, mais il y en a beaucoup, logique, à propos de la NHL. Frédéric Elbling qui dit « J'aimerais évidemment savoir comment il voit son avenir entre Genève et la NHL. C'est quand même plus sympa à Genève. Plus sérieusement, s'il vient à Genève, comment voit-il la concurrence avec Robert Mayer, voire Desclous? Je me réjouis de vous écouter, mais avant la concurrence avec Mayer et Desclous, cette NHL, finalement, avec une saison aussi impressionnante, et même, je dirais, des saisons d'avant, on y pense forcément. » Non, clairement, on y pense. C'est la meilleure ligue au monde. Je pense que oui, c'est tout hockeyeur a envie d'essayer de se frotter au meilleur. Donc oui, c'est sûr, c'est toujours une envie et un objectif. Mais oui, après, c'est aussi, je pense, dans ma carrière, j'ai toujours fait des choix assez réfléchis. Et donc, justement, là aussi, j'essaie de ne pas me précipiter en me disant, tiens, c'est la NHL, je me jette sur n'importe quelle offre. Ou n'importe quel choix
pourrait m'être donné. Donc j'essaie de vraiment réfléchir et essayer de prendre le meilleur choix pour moi et pour mon développement. Et si tu penses à la NHL, est-ce que tu te dis, je sais que je vais devoir très probablement passer par de la AHL pour apprendre aussi à appréhender les plus petites patinoires, ou bien tu te dis non, moi j'aimerais être un des top 2 ou... Ça c'est sûr, c'est aussi un petit peu dans les discussions, ou s'il doit y avoir des discussions, c'est dans quel objectif est-ce qu'ils veulent me prendre, est-ce que c'est pour faire la porte en AHL, est-ce que c'est pour faire la porte en ECHL. Donc oui, c'est sûr que je pense qu'il y a une adaptation à faire, peut-être en AHL, peut-être pas. Ça, je ne suis pas GM d'une équipe de NHL, donc je ne peux pas le dire. Mais oui, c'est sûr, même s'il y a cette adaptation, mais je veux vraiment prendre mon temps pour prendre le bon choix dans ma carrière. Ça se passe comment concrètement? Je te veux pas que tu me dises tel club m'a appelé, c'est pas là du tout la question, mais concrètement quand on est un joueur qui a fait une saison pareille en Suisse, c'est quoi? C'est ton agent qui gère tout et tu lui dis écoute, t'es chez Gaëtan Voisard si je me trompe pas, tu dis écoute Gaëtan, t'es bien gentil, moi je veux pas en entendre parler, mais dès qu'il y a quelque chose de concret tu m'appelles, ou au contraire t'es quelqu'un qui a envie d'être très au courant de ce qui se passe et tu t'es au quotidien informé de l'évolution ou non de la situation? Comment tu vis ça? Non, dès qu'il y a un peu des nouvelles, et c'est mon agent qui va essayer de m'appeler ou qui va m'envoyer un message. Tiens, ça s'est passé, ça s'est dit, etc. Mais j'essaie, en tout cas pendant la saison, j'essaie de vraiment me concentrer sur les matchs, et là au mondial de vraiment me concentrer sur les matchs. J'essaie de vraiment faire abstraction de toutes ces conversations extérieures. C'est au 15 juin, c'est avant le 15 juin que tu dois avoir pris une décision. Exactement. Donc là, tu sais qu'à la fin du mondial, tu vas devoir, avant de partir en vacances, te prendre la tête, ou alors aller en vacances avant et puis après réfléchir. Non, en tout cas, on sait que si il y a une proposition, ça sera en tout cas au 15 juin, et au 15 juin, si rien de concret a été proposé, voilà. Tu fais partie on disait, de Gaëtan Voisard de The Six, et il y a Akira Schmidt aussi, je crois, qui est dans ce... Il y a Alain Roy, l'agent nord-américain, partenaire. Voilà, de Voisard. Donc comme ça, il connaît très bien le marché, il peut te laisser aller. Est-ce que tu as vu, il y a déjà des agents qui sont un petit peu passés... à Herning en disant salut, plutôt pas des agents, des scouts, je veux dire. Ouais. Non, j'avais compris, mais non, pas du tout. Je t'avoue que dans notre vestiaire, il y a vraiment une très bonne sécurité, donc il faut vraiment avoir un pass de joueur ou un pass de coach ou du staff pour pouvoir rentrer. Donc non, c'est assez. En tout cas, on est assez tranquille là-dessus, et ils font exprès d'avoir personne qui nous embête. Je sais pas si la question c'était sur l'ambiance dans le vestiaire. On est passé à autre chose, on a bien fait le tour, je crois. On aime bien voir jouer cette équipe de Suisse, nous dit Yves, année après année. On sent une ambiance saine et un groupe soudé. Quels sont les piliers du vestiaire et qui sont garants des valeurs de cette équipe de Suisse? T'as pu déjà voir ça depuis que t'es présent? Oui, je pense que tout le monde essaye justement... avec son caractère, avec sa personne, de porter fièrement ses couleurs. Mais oui, je pense qu'il y a vraiment des leaders dans cette équipe qu'on voit, et c'est aussi pour ça qu'ils ont des lettres sur leur maillot. Ah, c'est que les gars qui ont des lettres, parce qu'on a l'impression que finalement, nous comme ça de l'extérieur, je te dirais que un Ambul par son expérience, un Genoni aussi par son expérience, son calme, peut-être qu'un joueur comme Nico Hischier, évidemment, avec tout ce qu'il fait en Amérique du Nord, mais un Kevin Fiala, moi, de voir année après année, finalement, il a commencé tellement jeune. Lui, il était là en 2014, c'était un tout jeune gamin. Ouais. Et on se rend pas compte, il est finalement pas si vieux que ça, mais parce qu'il est là depuis tellement longtemps. Le fait de venir, malgré tout, l'année passée, c'était un enfant, là, il a eu un autre petit drame familial et tout, et il est quand même là. Ça, entre vous, vous dites... Chapeau mec. Exactement. Tu te dis vraiment, vraiment, il donne tout pour ses couleurs. Voilà, même si c'est maintenant pour lui une épreuve très difficile, il est quand même là. Il veut quand même se battre pour ce maillot, et donc oui, ça force le respect. La langue principale de ce vestiaire, c'est donc l'allemand ? Oui.
Tu as bien progressé, j'imagine, en 3 ans du côté de Langnau. Ça se passe comment, justement, cette intégration dans un vestiaire? On a fait une chronique, on va en faire encore une autre, une ou l'autre, ces prochains jours. Comment ça se passe, l'intégration? Tu as expliqué, du coup, avoir dû chanter avant le premier match. Ça fait partie des passages obligés, des rites d'initiation. C'est à chaque premier mondiaux, voilà, il faut chanter une petite chanson, raconter une petite blague, ou enfin, tu fais un peu ce que tu veux, mais il faut faire quelque chose un peu devant toute l'équipe. Et donc voilà, on est passé devant ce rite d'initiation. Et tu t'es dit que l'humour suisse-allemand et l'humour roman, c'est moyen, donc je préfère chanter, c'était ça Je me suis dit qu'une blague en suisse-roman, ça irait pas en français. Et je me suis dit que j'étais pas encore assez bon en allemand pour faire des blagues en allemand. Du coup, je me suis dit que la musique, ça passerait. Qu'est-ce que tu as chanté ? Une musique de Bob Marley. Je peux plus te dire le titre. Je t'avoue que tu m'as demandé exactement la même question. J'ai toujours pas le titre. C'était avec Dario Rohrbach. Donc, vous avez fait un petit duo de tigres du côté de Herning. Maintenant, la suite de ce tournoi, je pense qu'on va terminer là-dessus. On avait une demi-heure. On est déjà en train de toucher au bout. Ça va vite. La suite de ce tournoi, tu sais un petit peu comment ça va se passer. Est-ce que le coach, sans forcément nous en parler, mais est-ce que le coach des gardiens et le staff, t'as déjà fait un plan en disant, voilà, nous, notre plan, c'est ça. Tu vas jouer là, là, là et là. Ou bien il n'y a rien de prévu pour l'instant? Non, il n'y a vraiment rien de prévu. Ça se regarde match après match où voilà, le coaching staff se réunit et prend après une décision. Mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de plan depuis toute la phase de groupe, etc. En venant ici, je parlais avec mes collègues alémaniques, puis on parlait de qui sera. Jenny va jouer dans les matchs, c'est normal. Puis je disais, qui sera le numéro 2? Puis je dis, je pense que ce sera Charlin. Ah non, ce sera Schliemann. Comment toi, ils étaient très surpris, les Alémaniques, que je dise, moi je pense que c'est Charlin qui jouera le numéro 2, je sais pas, ça veut dire numéro 2, mais bref, qui va jouer avec Giannoni. Ils étaient très très étonnés. Toi, en venant ici, tu n'avais aucune garantie. Tu es venu, tu t'es dit, on verra bien ce qu'on me réserve. Moi, je suis venu à la première semaine de préparation et je me suis battu toutes les semaines pour rester jusqu'au championnat du monde. Il n'y a eu aucun plan, on m'a dit, ah oui, c'est sûr, tu vas faire l'équipe, t'inquiète pas, etc. Donc non, ça a été... on s'est tous battus pour en arriver là. Vas-y. Moi, je pense qu'il y a un back-to-back. Qu'est-ce qu'il y a le match contre l'Allemagne jeudi et contre la Norvège vendredi. On a vu que le premier back-to-back, tu as joué le deuxième match. Je pourrais imaginer que tu aies droit à un deuxième match en général. Hein. Je ne sais pas, donc bien sûr. Je peux même pas te donner tort ou raison, mais... De toute façon, tu t'en ficherais, que ce soit l'Allemagne ou la Norvège, c'est un match du championnat du monde. Exactement, tant que je joue un match, tant que je joue, moi je suis heureux. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui nous a aussi posé une question en disant qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est de te faire mitrailler avec Langnau dans certains matchs, par exemple, où tu peux être dans le rythme, ou gagner un match avec l'équipe de Suisse en ayant très peu à faire et puis des fois en encaissant un peu de gagner. Juste ça. Juste gagner. Ouais. Peu importe après que le match soit plus plaisant ou pas pour moi, je pense que la victoire, à la fin, c'est le plus important. Voilà, on est au terme de cet épisode avec toi, Stéphane. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. C'était cool de te connaître un petit peu davantage parce que tu es parti de Genève suffisamment tôt pour qu'on n'ait pas eu le temps de trop discuter. Moi, chaque fois que je venais à Langnau, il y a eu une période, je crois, une saison et demie. Chaque fois que je venais, je faisais un article derrière sur l'arrêt incroyable de Stéphane Charlat. Viens un peu plus souvent me voir. Mais là, je vais peut-être venir un peu plus souvent du côté de Genève. Donc, je pourrais voir quelques big saves de Stéphane Charlat la saison prochaine. Ou pas, on verra, on en a parlé durant cet épisode. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Bonne suite de championnat du monde. Ouais, bonne suite. Et nous, on sera de retour pour la suite de ce championnat du monde. Suivez nos réseaux sociaux pour voir quand aura lieu le prochain épisode. Merci. Ciao.